Nous y voilà. Les élections approchent, l'heure du changement a sonné. En effet, une élection est en théorie un moment où tout est possible. Des candidats aux idées très différentes, mais tous mis sur un pied d'égalité, rivalisent de capacités rhétoriques et de promesses. Celui ou celle qui, par son programme et sa personnalité, saura convaincre le plus grand nombre d'électeurs, l'emportera, et pourra ensuite œuvrer au mieux de ses capacités au service de l'intérêt général et de la France. Il serait alors difficile d'anticiper leurs résultats. Mais derrière cette vision sportive, pleine de suspense et de rebondissements, se cache une réalité plus complexe et plus limitée dans ses possibilités de changement. Comprendre le fonctionnement réel du système politique permet ainsi de réduire fortement le niveau d'incertitude inhérent aux élections, et leurs résultats sont ainsi plus simples à anticiper. C'est à cet exercice que je m'essaierai à la fin de la vidéo. Françaises, Français, l'heure est grave. En 3 points, découvrons ce qui rend ces élections plus prévisibles. Pour être un candidat ou une candidate crédible, il faut une stratégie gagnante, et cela nécessite des parrainages, des financements et une bonne couverture médiatique. Ce sont ces 3 critères qui viennent écrémer le nombre de candidats. Bien que ne rassemblant que 1% des Français, les partis politiques constituent la voie royale pour réunir ces 3 leviers. En effet, tous les élus d'un même parti soutiendront normalement leur candidat pour gagner en cohésion et donc en force. L'obtention des parrainages est ainsi plus aisée. De même, avec la défiscalisation des dons aux partis, le remboursement des frais de campagne et diverses aides publiques éventuelles, les partis apportent les financements conséquents que demandent les campagnes électorales. Toutefois, sur un peu plus de 400 partis politiques en France, seule une poignée ont une taille critique pour jouer efficacement leur rôle de machine électorale. Toutefois, le cœur d'une carrière politique vient des réseaux. Le plus souvent, pour être présidentiable, il faut devenir un professionnel de la politique. C'est-à-dire, selon le sociologue Max Weber, vivre par et pour la politique. À cet effet, les candidats ont des cursus très similaires. Sciences Po, grandes écoles, fonctions clés dans différents corps de la fonction publique, ou mandats électoraux dans des collectivités territoriales. Ces parcours permettent de se consacrer à plein temps à la politique, d'acquérir de l'expérience, de développer ses réseaux, tout en bénéficiant d'un revenu. Il est ainsi essentiel de se rapprocher de groupes de réflexion ou de cercles souvent assez discrets, et d'hommes ou de femmes politiques expérimentés. De cette appartenance à un parti politique, à ces réseaux, le candidat peut bénéficier d'une bonne couverture médiatique, occuper le terrain et se faire un nom. À cet égard, une candidature est comme une marque. Plus elle sera présente sur la scène audiovisuelle, plus les chances de remporter l'élection seront grandes. Quelle que soit l'impression qu'ils aient pu donner et la mise en récit de leur ascension politique, Emmanuel Macron et Éric Zemmour ne sont ainsi pas extérieurs au système. Ainsi, Emmanuel Macron a capitalisé sur un réseau de soutien puissant et sur le levier des financements, tandis qu'Éric Zemmour s'est appuyé sur le levier médiatique. Mais ce qui les a propulsés sur le devant de la scène, c'est leur positionnement marketing. Les candidats doivent tout d'abord s'adresser au bon public. En effet, la moitié des Français ne votent pas. Certains ne pouvant pas ou ne voulant pas s'inscrire sur les listes électorales, d'autres préférant s'abstenir. L'extrême complexité du fonctionnement de l'État est ainsi difficile à appréhender pour une majorité d'électeurs. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'on parle de technocratie, c'est-à-dire le pouvoir de ceux qui ont une maîtrise technique des sujets et du système. De cet état de fait, les candidats cherchent dans leur communication de campagne ce qui parlera le plus aux électeurs. Si c'est trop technique, trop nuancé ou encore trop éloigné de leurs préoccupations, l'échec est assuré. D'où un effort particulier sur l'apparence, la mise en scène, des slogans forts et percutants, et quelques idées clés entourées de flou artistique quant aux modalités de leur mise en œuvre concrète. Ainsi, les élections sont similaires à bien des égards au lancement d'un nouveau produit par une entreprise. Nous, électeurs, achetons un personnage et sa vision. Compte tenu de la défiance croissante des Français vis-à-vis du système politique, jouer la carte du hors-système et du hors-parti apparaît alors comme une bonne idée. D'ailleurs, initialement, lors de l'élection présidentielle de 2017, le parti d'Emmanuel Macron s'était nommé Révolution en marche, avant d'être rebaptisé République en marche par la suite. Pourtant, les débats électoraux ne contribuent que de façon marginale à modifier les opinions des électeurs, qui vont filtrer les messages politiques
en fonction de leur propre sensibilité. C'est ce qu'on nomme en psychologie le biais de confirmation. La part de l'électorat qui change de vote d'une élection à l'autre est en effet minoritaire. Et en Occident, les clivages politiques sont les mêmes d'un pays à l'autre et plutôt stables depuis les années 90. Ainsi, sur cette carte de France par anamorphose, sur laquelle la surface est proportionnelle à la démographie, donc au nombre d'électeurs, il y a autant d'habitants en Île-de-France que sur l'ensemble du territoire couvert par le cercle B. On repère donc immédiatement les grandes métropoles, c'est-à-dire les endroits où il y a le plus d'électeurs. Sur cette carte, plus les zones sont bleues, plus le vote Front National en 2017 était élevé. Cette carte est toutefois très similaire à celle du vote Front National de 2002, ce qui montre une forte continuité de l'électorat et illustre un point clé. Il y a un clivage politique profond entre les grandes métropoles, qui sont des territoires plutôt ouverts, bénéficiant de la mondialisation et de ses avantages, et les zones plus périphériques et reculées, marquées par une méfiance sur l'étranger et parfois plus en souffrance économiquement. On retrouve ce clivage dans d'autres pays européens, que ce soit en Autriche, en Suisse, avec les différents référendums qui ont lieu tous les ans, en Grande-Bretagne, où les grandes villes portuaires, Londres et des régions plus tournées vers l'Union européenne ont voté contre le Brexit, tandis que les autres, plus intérieures, votaient pour, ou encore aux États-Unis. Voici la carte électorale de l'élection de Barack Obama face à Mitt Romney. Lors de l'élection qui opposait Donald Trump à Hillary Clinton, avec une carte normale, on peut avoir l'impression d'une victoire écrasante de Donald Trump. Et pourtant, la carte électorale sous le prisme démographique est rigoureusement la même que celle de l'élection précédente. Ces clivages s'expliquent essentiellement par des modes de vie différents, et sont donc déterminants au moment du vote. Il faut donc également prendre en compte le mode de scrutin. En France, avec le système de vote uninominal à deux tours, seules les deux plus grandes minorités pourront accéder au second tour. Ainsi, pour un électorat donné, plus il y aura de candidats, plus les chances qu'un d'entre eux parvienne au second tour sont nulles, les voix de cet électorat relativement figé étant trop fractionnées. De ces données, on peut anticiper un certain nombre de points. Au premier tour, Emmanuel Macron bénéficie de l'aura du président sortant, capitalise sur sa popularité pour sa gestion du conflit sanitaire, renforce son image internationale comme président de l'Union européenne, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine, a rallié depuis longtemps une partie de la gauche et une partie de la droite, asséchant peu à peu les partis plus traditionnels. Il sera donc très vraisemblablement qualifié pour le second tour. L'extrême droite semble ensuite être l'alternative la plus crédible en intention de vote. La dualité de candidature Marine Le Pen et Éric Zemmour affaiblit toutefois la capacité de victoire. Cela pourrait alors bénéficier à Jean-Luc Mélenchon ou Valérie Pécresse. Quoi qu'il en soit, au second tour, les reports de vote seront déterminants, mais là aussi assez prévisibles. Ils devraient se reporter sur le candidat le plus proche idéologiquement. Quel que soit le cas de figure, le président sortant devrait donc très vraisemblablement être reconduit pour un second mandat. Des incertitudes demeurent toutefois. Une abstention et des votes blancs massifs, ou des événements inattendus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, pourraient avoir des répercussions sur l'élection et venir créer des surprises stratégiques. L'occurrence de ces événements est possible, mais peu probable. Et après ? Un mois après l'élection présidentielle, les électeurs seront cohérents dans leur vote à l'occasion des élections législatives, conférant très probablement une majorité au président élu. Son état de grâce durera 100-150 jours, puis sa popularité baissera tendanciellement jusqu'aux prochaines élections. Entre-temps, certains événements et d'éventuels remaniements ministériels viendront tempérer cette baisse. Le système de la Ve République demeure ainsi relativement figé, verrouillé à toute candidature véritablement nouvelle et semble ainsi immuable. Qu'est-ce qui pourrait alors occasionner un changement majeur ? Toute une série de dysfonctionnements, internes ou externes, qui sont susceptibles de fragiliser et de déstabiliser le pouvoir en place, pour le meilleur ou pour le pire. Car en analysant l'histoire de France sur les 2 derniers siècles, on observe une autre tendance lourde. Une instabilité politique et institutionnelle chronique, et une culture politique façonnée par des crises et événements violents. Notre pays serait ainsi toujours politiquement sur le fil du rasoir, et marqué par un risque diffus de guerre civile. Et c'est ce sujet que je vous présente dans une autre vidéo.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me laisser un pouce bleu. Et si vous vous intéressez à l'anticipation stratégique et à la prospective, alors abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu au moment de la parution de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt.